Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la télé d'EPSAD. Nous sommes aujourd'hui donc en direct du salon Santexpo. Pendant 3 jours, nous sommes ici sur le stand commun FEDEPSAD et UPSADI, au cœur de l'événement pour vous faire vivre les temps forts du salon. Et ensemble, nous allons explorer les grands enjeux du système de santé et avec ceux qui œuvrent chaque jour pour la santé de proximité aux côtés des prestataires de santé à domicile. Donc aujourd'hui, on reçoit Franck De Wulder. Bonjour Franck De Wulder, vous êtes médecin gastro-entérologue et pathologue à Rethel dans la Marne. Vous êtes aussi président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF. Vous êtes aussi vice-président de l'Union nationale des professions de santé, l'UNPS, et membre du Conseil des présidents des libéraux de santé. Alors Franck De Wulder, vous alertez régulièrement sur la raréfaction du temps médical et sur la nécessité de recentrer les médecins sur leur cœur de métier. Est-ce que les récentes réformes du système de santé ont permis, selon vous, de libérer ce temps médical ? Alors merci à la FEDEPSAD pour votre invitation. Vous me permettrez quelques petits correctifs sur la présentation. Je suis gastro-entérologue à Reims, dans la Marne, et j'effectue, et j'en parlerai, des consultations avancées à Rethel, et ça fait des années que ça dure. Et puis, à l'Union nationale des professionnels de santé, j'en suis le premier vice-président, le président étant Sébastien Guérard, président du principal syndicat des kinésithérapeutes, la FFMKR. Alors, la question que vous posez, c'est celle du temps médical et de libérer du temps médical. C'est pour moi, effectivement, au cœur de mes préoccupations et de nos préoccupations à tous, soignants, médecins, mais population française. On se rend bien compte que c'est un fait de société, que la santé est devenue aujourd'hui la deuxième préoccupation de nos concitoyens. Pas pour rien, parce que trouver un soignant, trouver un médecin, trouver un autre professionnel de santé, c'est devenu compliqué. Il y a des causes à ça. On est dans une situation inédite. Nous sommes 15 millions de plus à vivre en France qu'en 1980. Avec le même nombre de médecins qui sortent aujourd'hui des facultés de médecine que celui qui sortait des facultés de médecine à la fin des années 70. Rien ne sert de revenir sur l'historique et le pourquoi des décisions politiques, et on a tous notre part de responsabilité dans ce qui a été ce numerus clausus difficile. Aujourd'hui, on a une équation qui semble pourtant relativement difficile, pour ne pas dire insoluble. Comment on soigne 15 millions de Français en plus âgés, donc plus malades, avec un poids des maladies chroniques qui augmente. Un chiffre, il y a entre 3 et 400 000 nouveaux patients en affection de longue durée chaque année en France. Donc on voit bien que ce poids des maladies chroniques ne cesse d'augmenter, et avec un nombre de médecins identique. Et donc s'en sortir, c'est aller effectivement vers un travail en commun, c'est aller vers une simplification de nos métiers. Je me bats à bec et ongles pour reconnaître une évolution des métiers. Il y a un métier dont on parle peu ou pas dans l'évolution des métiers, ou insuffisamment à mes yeux, qui est celui des médecins. Je pense qu'il faut valoriser l'expertise médicale afin que nous, médecins, nous puissions prendre en charge et recevoir et soigner plus de patients différents et se mettre en lien avec d'autres professions de santé sans qu'il y ait pour autant de perte de chance. Et pour qu'il n'y en ait pas, il faut que ça se fasse dans le cadre d'un parcours coordonné et d'un parcours protocolisé des soins. D'accord, et du coup en ce sens, les récentes réformes du système de santé, est-ce qu'elles étaient suffisantes ? Est-ce qu'il faut en faire de nouvelles ? Quelles sont vos préconisations pour justement libérer ce temps médical encore plus ? Alors tout dépend, les réformes du système de santé, elles sont en cours. Il y a un élément important pour nous les médecins libéraux, c'est celle de la convention médicale qui a été signée en juin 2024. On a été, nous, CSMF, très proactifs pour trouver les conditions d'une signature. Cette signature, elle vise à simplifier notre exercice professionnel. Prenons un exemple. Aller chercher chez son médecin un simple certificat pour la pratique d'un sport en dehors d'un sport de compétition ou d'un sport à risque. On sait aujourd'hui que ça n'a pas d'intérêt médical particulier. Il faut simplifier la vie des médecins. Cette convention médicale, elle a mis également à cœur de valoriser la pertinence de ce que nous faisons, la qualité de ce que nous faisons. C'est un premier pas, il faut aller plus loin. Il
faut aller plus vite parce que les autres professionnels des autres pays qui nous entourent l'ont fait avant nous. En revanche, alors que la lettre de cadrage écrite par le ministre Aurélien Rousseau mettait en avant le choc d'attractivité vers la médecine libérale, n'y est pas. Et moi, je vis cette convention médicale comme une première pierre de ce que doit constituer l'évolution de ces discussions conventionnelles. C'est très important. Aujourd'hui, les médecins libéraux voient chaque jour en France 1 million de consultations par jour pour les spécialistes en médecine générale, 1 million de consultations par jour pour les autres spécialités médicales et chirurgicales. Tous les jours. Pour donner un autre chiffre, on parle souvent de la problématique d'urgence qui est réelle, c'est 50 000 passages d'urgence par jour. C'est ça les chiffres. Or, le système de notre consommation de soins fait que la médecine libérale, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'hôpital, on a besoin des cliniques, on a besoin des médecins de ville, on a besoin de la médecine libérale, on a besoin des médecins généralistes traitants, des autres spécialités. Mais la porte d'entrée dans notre système de santé, c'est la médecine de ville. Si on est malade, vous et moi, on ira voir d'abord notre médecin généraliste ou notre médecin de spécialité, de la spécialité correspondante. Il faut que cette convention soit un point de départ d'une ère nouvelle. Très bien, donc merci Franck de Hulder. J'ai pas pris le temps de vous présenter donc Didier Perrin, administrateur de la FEDEPSAD et Nathalie Creveux, déléguée générale de l'UPSADI. Donc l'EPSAD maille quand même le territoire français de manière très homogène. Ils sont présents dans beaucoup de territoires. Peut-être Nathalie, pour commencer, comment l'EPSAD, eux, peuvent-ils participer à redonner ce temps médical? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples du coup de prise en charge qui permettent déjà aujourd'hui de libérer ce temps précieux pour les médecins? Je commencerai par quelques chiffres. En effet, aujourd'hui, ce sont quelques 2300 prestataires de santé à domicile qui interviennent sur l'intégralité du territoire et qui prennent en charge sur prescription médicale, toujours sur prescription médicale, quelques 4 millions de patients. Avant de répondre à votre question, moi je mettrai en lumière les enseignements qui nous ont été apportés par une enquête que nous avons menée auprès des médecins, notamment auprès des médecins prescripteurs de dispositifs médicaux respiratoires. Cette enquête qui a été menée auprès de près de 10 000 pneumologues et autres spécialistes nous ont permis d'identifier que pour eux, finalement, les prestataires de santé à domicile permettaient pour 87% d'entre eux de gagner, de faire une économie de temps médical. Et cela, c'est justement pour les prises en charge pour des patients qui souffrent de pathologies respiratoires. Ce sont notamment pour l'apnée du sommeil, les rapports qui sont transmis par les prestataires parce qu'aujourd'hui les patients sont télésuivis, les rapports qui sont communiquer au prescripteur sur la manière dont le patient va suivre son traitement, sur les anomalies qu'il peut identifier, ce qui permet au prescripteur de réajuster le cas échéant le traitement du patient, mais qui lui permet de gagner du temps finalement sur ce suivi apporté au patient. Donc ça c'est donc un exemple très concret de libération du temps médical. Didier Perrin, est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner et en quoi l'EPSAD participe aussi à ça? Monsieur de Hulder, vous avez cité il y a quelques instants les parcours de soins coordonnés, les protocoles de coopération, toutes ces façons de travailler ensemble. La difficulté, c'est que nous, prestataires, nous ne sommes pas considérés comme des acteurs officiels du parcours de soins. Nous ne sommes pas des professionnels de santé, bien évidemment. Nous demandons l'obtention d'un statut pour pouvoir nous intégrer dans tous ces protocoles de coopération sur le terrain. Donc ça, c'est une des premières revendications et qui sera une étape majeure pour qu'on puisse s'insérer dans toutes les organisations territoriales qui se mettent en place. Donc j'aimerais effectivement vous demander votre position là-dessus. Et on pourrait aussi, si on innove un peu, si on se projette, imaginez qu'un certain nombre d'actes techniques qui sont aujourd'hui réalisés par les médecins puissent être délégués sous protocole de coopération à des prestataires qu'ils pourraient rendre au domicile dans le cadre justement d'actes de diagnostic ou de préparation du diagnostic, dans le cadre de missions de suivi d'un patient chronique. On suit majoritairement des patients chroniques pour lesquels nous sommes un peu vos yeux et vos oreilles, puisque nous sommes à domicile quand vous êtes dans vos cabinets. Donc, ne pourrions-nous pas imaginer recevoir une délégation de la part des médecins dans des protocoles prédéfinis pour vous faire gagner du temps, de façon à ce que le temps de rencontre avec le patient soit vraiment du temps de rencontre clinique,
d'examens, de colloques singuliers, et pas du temps qui pourrait être pris en charge par nos professionnels de santé dans nos équipes, puisque nous employons à peu près un quart de nos effectifs qui sont des professionnels de santé, des infirmières, des kinésithérapeutes, des enseignants d'activité physique adaptée. Alors, j'ai l'intime conviction que notre système de santé, auquel on est extrêmement attaché, qui a été finalement le système de santé moderne, récent, date des ordonnances de 1945 qui ont créé notre Sécu finalement et qui ont créé tout notre système de protection sociale, arrive aujourd'hui un peu à bout de souffle et doit être réformé. On voit bien dans les difficultés d'accès aux soins. On a un système de santé qui a été extrêmement centré et créé autour de l'hospitalisation, au sens large, public et privé. Et c'était nécessaire, parce qu'il y a plus d'un demi-siècle, le poids des maladies chroniques et les incertitudes de la chirurgie, au sens large, faisaient qu'il fallait mettre le paquet sur cette hospitalisation. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a changé, que la demande de nos concitoyens, des patients, mais de ceux qui ne le sont pas, vous et moi, et à qui il faut mettre l'accent sur la prévention pour qu'ils ne le deviennent pas. L'espérance de vie en bonne santé en France est un sujet. On vieillit plus, mais on vieillit moins bien, et moins bien qu'il y a 10 ans, et moins bien que dans les pays qui nous entourent. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce virage ambulatoire, mais au-delà, sur ce virage domiciliaire. Et donc il faut faire jouer un rôle différent à chacun. Je suis profondément libéral dans ma conception. Poser deux questions finalement. Est-ce qu'on ne peut pas avoir du travail aidé au service des médecins, et ça veut dire aussi valoriser l'expertise du médecin afin que ce médecin puisse gagner du temps et voir différents patients? Oui. Est-ce qu'il faut faire appel à différents acteurs? Oui. Est-ce que ces acteurs doivent être salariés, comme vous le décrivez, sur une partie de vos organisations? Peut-être, mais pas que. Je crois beaucoup au rôle des autres professions de santé, de tout secteur, des libéraux, bien sûr. La plus grande partie des kinésithérapeutes ou des infirmiers en ville sont libéraux et pas salariés des structures. Et donc je pense qu'il faut vraiment avoir un virage vers cette organisation libérale, mais en faisant jouer un rôle à tous. Je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on est dans une période qu'on n'a jamais connue. On n'est pas les seuls. La ministre, l'ex-ministre, l'ancienne ministre Agnès Buzyn dit régulièrement, vous savez, après le ministère de la Santé, elle est partie à l'OMS. Et elle est revenue de l'OMS en nous disant les difficultés d'accès aux soins, ce n'est pas un mal hexagonal finalement. Nous manquons de 30 millions de soignants dans le monde. Pour le même phénomène qu'en France, c'est un phénomène démographique. La population mondiale en 2 générations a doublé. Pas le nombre de gens qui sont là pour les soigner. Et le profil des pathologies s'est complètement modifié. On est passé d'une médecine de l'aigu, de l'immédiateté, à un point très important des maladies chroniques. Donc je pense qu'il faut faire appel à tous et arrêter d'opposer ce silo où d'un côté on a des prestataires, d'un autre côté on a des libéraux enfermés dans leur silo, et puis on a des médecins salariés en ville, dans leur silo, et des médecins hospitaliers dans leur silo. Je pense que si on veut répondre à la demande de la société et à la demande de nos concitoyens, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et c'est pour ça que je crois, moi, beaucoup aux expérimentations territoriales qui font appel à toutes les bonnes volontés en fonction des besoins de la population. Je crois que c'était le mot de la fin. Merci Franck de Wilder, merci Didier Perrin, merci Nathalie Creveux.